comme je te dis, Ouais. j'étais animée par une justice, quoi. Donc Ouais. j'ai toujours eu cet élan d'intervenir quand je trouvais qu'il y avait des situations pas justes, etc. Et donc cette volonté de défendre, oui, elle était en moi, quoi. Je prends toujours l'exemple d'une femme victime de violence parce que c'est assez parlant, mais Ouais, vas-y. imaginons une femme qui nous consulte et qui, voilà, elle doit fuir son domicile parce qu'elle est victime de violence. Elle a des enfants qui sont nés en Belgique, elle est potentiellement en séjour précaire. Cette femme-là, elle va devoir potentiellement consulter 3 avocats différents, un en droit pénal pour le volet violence, un en droit des étrangers pour le volet séjour, pour régulariser sa situation, et un en droit de la famille pour sécuriser sa situation avec ses enfants. Donc, cette dame-là, si elle va au bureau d'aide juridique, on va lui désigner 3 avocats différents dans différents lieux. Et puis, elle va avoir besoin aussi, éventuellement, certainement d'un service social, parce que la complexité administrative belge fait que voilà, on ne peut pas s'en sortir seul dans ces situations-là, surtout quand on est dans une situation très vulnérable d'un moment où on est victime de violences intrafamiliales. Et probablement, elle aura besoin aussi d'une psy, cette personne-là. Pas toujours, mais c'est souvent le cas. Du coup, voilà, le système actuel, il pousse quand même à vachement se décourager si on est cette personne qui doit s'adresser à 15 services différents. Et un jour, je crois que ça, tout est un peu parti de là, un jour sur Facebook, j'ai vu une publicité pour ce qui s'appelle toujours d'ailleurs le Déclic Tour. C'était une tournée en fait d'une semaine en Belgique pour rencontrer des entrepreneurs sociaux. Et en fait, au terme de la semaine, le déclic que j'ai eu, c'était justement, non, en fait, je dois continuer ce métier, ça me passionne, c'est ça que je veux faire, mais je vais le faire autrement, quoi. Bonjour Katia. Bonjour Luigi. Alors c'est un vrai plaisir de te recevoir sur le podcast Positive Changemaker, déjà le 3e épisode en collaboration avec Ashoka, une organisation internationale qui sélectionne et soutient des acteurs et des actrices du changement prometteur. Alors toi Katia, tu as 39 ans, tu es bruxelloise d'origine et c'est même à Bruxelles que tu as lancé il y a maintenant 6 ans, en 2019, Casa Legal, avec tes co-associés Noémie, Margarita et Clémentine, qu'on peut déjà saluer dès maintenant. Alors Casa Legal, c'est littéralement traduit la maison juridique, si je ne me trompe pas, hein. Mais ce n'est pas un cabinet d'avocats classique comme on pourrait le penser, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi Casa Legal? Alors Casa Legal, on a l'habitude de dire que c'est la première ASBL d'avocats qui comporte des avocats, mais aussi d'autres professions. Donc on offre une prise en charge interdisciplinaire, un petit peu à l'image d'une maison médicale, du droit finalement, avec une porte d'entrée juridique, mais en proposant un service global aux justiciables pour prendre en charge leurs différentes problématiques sociales et juridiques. C'est un très beau pitch. Du coup, Casa Legal, c'était il y a 6 ans, mais Casa Legal, évidemment, c'est pas construit du jour au lendemain. Comme on a l'habitude dans le podcast, c'est un peu de s'intéresser à la personne derrière. Alors évidemment, vous êtes 4. Ici, on a le plaisir de t'avoir toi. Tu me disais en préparant un petit peu le podcast que devenir avocate, c'était une évidence pour toi quand tu étais petite. Tu peux un peu nous plonger dans ton enfance, ton adolescence Oui. Écoute, ce que je peux dire en tout cas, c'est que j'ai grandi dans une famille où l'engagement social, la justice sociale avait une place importante. Mes parents étaient assez militants, ils étaient médecins généralistes, ils étaient, oui, puisqu'ils sont pensionnés maintenant. Ils ont travaillé pour Médecins du Monde. Enfin voilà, il y avait un engagement même jusqu'à politique au sein de ma famille. Et donc j'ai un peu grandi dans cet environnement-là où quelque part, la justice m'animait, sans vraiment que ça prenne une forme officielle à l'époque. Mais ça, en tout cas, ça m'a construit. Mais personne n'était avocat dans ta famille ou non, proche. Enfin, si, du coup, c'est ça qui a peut-être aussi joué, c'est que j'ai quand même une tante qui était avocate justement en droit de l'homme, droit des étrangers, et elle a vécu longtemps chez nous. Plusieurs années en tout cas, quand j'étais adolescente, fin de l'enfance, l'adolescence. Et je pense qu'en partie, ça a dû aussi forger quelque part mon envie de devenir avocate. J'ai toujours aussi bien aimé la prise de parole. J'avais fait un peu de théâtre quand j'étais petite. J'aimais bien argumenter et avoir raison. Et donc, je pense que tout ça ensemble fait que c'était un peu... voilà. Une évidence. Le droit, c'était un peu presque une évidence. Pendant le secondaire aussi, déjà, du coup, c'était clair pour toi oui. que tu allais faire du droit. Ah oui. Oui. Ce qui est plutôt rare d'avoir un peu cette clarté d'esprit, quoi. Oui. Après, peut-être que, je sais pas, peut-être que je me suis pas posé assez de questions à l'époque, mais pour moi, c'était une évidence que j'allais faire. Est-ce qu'il y avait un peu la volonté peut-être de défendre aussi les gens ou... Ah ben oui, clairement, comme je te dis,
j'étais animée par une justice, quoi. Donc j'ai toujours eu cet élan d'intervenir quand je trouvais qu'il y avait des situations pas justes, etc. Et donc cette volonté de défendre, oui, elle était en moi, quoi. Défendre les plus faibles ou défendre n'importe défendre qui la partie faible et oui, celle pour laquelle je sentais un élan de justice nécessaire, quoi. Ok, donc du coup tu as fait des études de droit à Bruxelles, c'est ça? À Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve, et ensuite alors j'imagine tu commences une carrière assez classique dans un cabinet d'avocats. Oui, alors quand j'ai fini le droit, j'ai un peu regardé les cabinets d'avocats qui tournaient plus autour du droit des personnes, droit de l'homme en fait, c'est un peu ça que je cherchais. C'était pas du tout une matière de droit des étrangers notamment, n'était pas une matière qui était vraiment enseignée à l'université à l'époque, mais je me suis un peu renseignée, etc. Et puis je suis tombée sur un cabinet d'avocats très engagé. Et d'ailleurs, par hasard, c'était un cabinet justement où ma tante avait fait son stage il y avait une vingtaine d'années. Et donc, ils cherchaient personne, mais comme ils ont vu que c'était un hasard, hein, comme ils ont vu que c'était le même nom, ils m'ont quand même reçu en entretien pour m'orienter, m'aider. Et puis finalement, voilà, le feeling est bien passé et ils m'ont engagée. Et donc, comme quoi, le destin fait bien les choses. Exactement. Et donc, j'ai commencé mon stage là-bas. Et puis... voilà, ma maître de stage a changé de bureau, donc je l'ai suivie. Et puis assez vite, à la fin de mon stage, je me suis lancée toute seule, en fait. Comme indépendante, ok. Et peut-être, juste pour revenir là-dessus, tu arrives après 5 années d'études de droit dans le monde professionnel, dans un cabinet quand même, entre guillemets, un peu plus à impact, si on peut dire comme ça. Oui. Mais l'air de rien, tu arrives quand même dans le vrai monde. Est-ce que là, tu as éventuellement eu je sais pas moi, une confrontation, un choc où tu t'es dit bon, en fait je m'étais fait une image très édulcorée du droit, ou pas spécialement, où tu étais prête à voir déjà voilà, que le monde il est tel qu'il est et que tout n'est pas si simple? Ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai fait mon stage, j'ai été spécialisée dans une matière et un peu avec l'envie de me développer là-dedans parce que ça me passionnait. Et j'ai fait ça comme ça quelques années. J'ai été indépendante pendant 5 ans, toute seule d'abord, avant d'arriver au constat sur lesquels on reviendra. Et quelque part, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. C'est quand on commence un métier, on est quand même un peu formaté de la manière dont on l'a appris en fait pendant son stage. Et donc au début, je me posais pas trop de questions sur la manière dont je pratiquais, mais toujours avec cette volonté d'aider au maximum les gens. Et c'est ça qui a un peu amené à mes constats après et à mon épuisement aussi. Et je sais pas si j'explique maintenant. Oui, bien sûr, oui. Donc quoi, donc tu as travaillé, tu fais ton stage, puis tu travailles 5 ans en tant qu'indépendante. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas bien le métier d'avocat, en tant qu'indépendante, du coup, ça veut dire que tu avais tes propres clients. C'est ça. Tu collaborais pas avec des bureaux d'avocats. Non, c'est ça. Okay. En fait, j'ai loué un bureau dans une structure avec d'autres avocats, mais je travaille à mon compte, toute seule avec mes clients, exactement. Et, on choisit ses propres clients, du coup Ils viennent à nous en partie parce qu'ils entendent que on a déjà défendu quelqu'un qui a été content, etc. Et puis il y a aussi le bureau d'aide juridique, puisque c'est une matière où on pratique quand même pas mal l'aide juridique en droit des étrangers, puisque j'étais vraiment spécialisée. Ta spécialité, c'était ça, droit des étrangers, ok. Et voilà, j'avais quand même commencé à être un peu reconnue là-dedans aussi. Et du coup, j'ai vraiment pas eu de soucis du tout pour développer ma clientèle. Il y a une demande en plus énorme dans ce domaine-là. Donc ça, c'était vraiment pas un souci. Maintenant, comment dire, cette clientèle-là, c'est peut-être un préjugé, mais financièrement, c'est peut-être pas ceux qui peuvent le plus facilement se permettre toujours un avocat. Non, clairement. Comment ça se passe, ça, du coup Il y avait une partie de la clientèle qui était une clientèle payante, normale, mais il y avait clairement une grosse partie de la clientèle. Bon, en plus, je faisais beaucoup d'asile, de droit des réfugiés, etc. Donc, toutes ces personnes-là... C'est du pro bono, alors on appelle ça du pro-déo. Ah, pro-déo, oui, c'est ça. Pro bono, c'est l'aide gratuite des avocats. Pro-déo, c'est l'aide gratuite organisée par l'État. Et donc, si tu veux, on travaille et à la fin du dossier, on reçoit ce qu'on appelle des points, des indemnités d'aide juridique pour nos prestations. Donc, on est payé à l'acte, un peu comme les médecins sont payés à l'acte. On a fait une procédure, on entre un rapport de clôture et puis on est payé. Parfois, le moment où on commence le dossier et le moment où on clôture, ça peut prendre 3 ans. En tout cas, minimum 1 an, parfois 2, 3, en fonction. Parfois, un dossier ne se clôture pas avant 5 ans et donc on n'est pas payé avant 6 ans. Donc, voilà, c'est vrai qu'au départ, quand tu te lances comme avocat indépendant, jeune, il y a une prise de risque parce que tu ne rentres pas tout de suite, de l'argent, quoi. Mais
Mais voilà. Donc l'État vous paye à la fin d'un dossier, une fois que le dossier est clôturé. Ok. Et c'est à la hauteur de ce qu'un client privé vous payerait, ou c'est pas les mêmes ordres de montant? Écoute, non, c'est clairement en dessous. Après, l'aide juridique s'est quand même améliorée les dernières années, donc la valeur du point, comme on l'appelle, a beaucoup augmenté. Bon, le nombre de points par procédure a été revu à la baisse aussi, du coup, proportionnellement, mais voilà, c'est pas... Ça permet quand même à un avocat de vivre, on va dire. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a une limite dans le nombre de dossiers qu'un avocat peut faire pro deo, du coup? Non, ok, donc... Okay. Mais on en reviendra du coup à Casa Legal, parce que j'imagine que je trouve ça intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent, déjà moi qui ne suis pas spécialiste de la matière, de comprendre un petit peu ce mécanisme. Et donc effectivement, tu l'as déjà dit tout à l'heure, à un moment donné, tu t'épuises. Comment t'en arrives là? Parce que, comme je l'ai dit, c'est une matière où il y a beaucoup de travail, hein, et donc j'avais beaucoup de demandes et je voulais répondre à cette demande. J'avais vraiment en plus du mal à dire non à l'époque, donc je prenais les dossiers qui me venaient pour essayer de les faire, mais en plus je voulais bien les faire, tous, ou en tout cas au maximum. Et du coup, voilà, c'est des matières où les personnes... en fait, viennent avec des parcours de vie assez complexes, et c'est la même chose en droit de la famille, en droit des victimes de traite, etc. Donc toutes les matières qu'on traite maintenant aujourd'hui à Casa Legal, les victimes de violences intrafamiliales, mais aussi économiques, les personnes avec un parcours migratoire, les familles monoparentales qui ont des problématiques de droit de la famille, etc. Ce sont toutes des personnes qui ont des problématiques en fait multiples, qui ne sont pas juste, si j'ai envie de dire, un problème juridique pointu qui va amener à une solution très simple. Voilà. Et du coup, quand on se retrouve avec ce public-là et qu'on veut bien les aider, finalement, on se retrouve à faire plus que du travail d'avocat, on se retrouve à faire aussi un peu de travail d'assistante sociale, aussi un peu de travail de psychologue. Et émotionnellement, j'imagine aussi que tu es très impliqué. Clairement, on est assez impliqué. C'est des dossiers qui ne sont pas faciles à porter, c'est des histoires assez lourdes, souvent. Du coup, voilà, il y a un moment où... Moi, je me souviens très bien, il y a plusieurs moments où je me suis rendu compte que parfois je devenais même agressive en fait, avec les gens parce qu'on m'en demandait trop, en fait. Il y avait trop sur mes épaules. Ouais. Et donc, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, en fait, c'est pas possible. Et pour essayer de bien aider les gens, finalement, je me rendais compte qu'il fallait m'entourer. Donc, en fait, les premières graines sont venues de là, et tous les avocats qui pratiquent ces matières vont pouvoir dire la même chose, c'est qu'il faut commencer à s'entourer d'un réseau d'assistantes sociales, de psychologues, etc., pour déjà travailler en interdisciplinarité. Je me souviens d'un dossier comme ça où une personne m'a consulté pour une question, et finalement, j'ai pris le temps de beaucoup parler avec elle. J'ai compris qu'en fait, c'était autre chose, la vraie problématique. Et puis finalement, on a été chez elle, à son domicile, avec une psychologue pour qu'elle puisse livrer son histoire complètement. Et tout ça a abouti finalement à une reconnaissance de statut de réfugié alors qu'elle venait pour toute autre chose. Et donc pour dire que cette prise en charge multidisciplinaire, j'ai vite compris que c'était nécessaire en fait pour aider bien les personnes pour qu'ils accèdent vraiment à leurs droits. Sauf que si on veut le faire pour tout le monde, en fait, c'est pas possible au niveau rentabilité, parce qu'on doit quand même vivre en aide juridique. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. En aide juridique, c'est le paiement à l'acte. Et donc, tout ce travail autour, il n'est pas payé, en fait. On est payé juste pour... l'acte juridique, quoi. L'acte juridique, exactement. Donc, en fait, c'est difficile parce qu'on fait un travail, mais on sait qu'on n'est pas payé pour. On choisit quelques personnes pour qui on va le faire parce qu'on ne peut pas le faire pour tout le monde. Donc voilà, il y a un truc un peu... ça n'allait pas, quoi. Donc tu étais un peu, pour revenir à cette situation-là, tu étais un peu, effectivement, tu sentais que tu étais dépassé, émotionnellement fatigué, épuisé, etc. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu t'arrêtes à un moment donné, du coup, pour prendre soin de toi, à un moment donné, avant? Je ne me suis pas arrêtée. Okay. Je ne me suis jamais arrêtée totalement, non, ça pas. Par contre, à l'époque, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait un coaching professionnel pour réfléchir si vraiment c'était fait pour moi ce métier, remise en cause totale. J'ai aussi compris qu'en fait, je sais plus les détails, mais c'est des aléas de la vie qui font qu'à un moment, j'ai fait un week-end autour de l'art, en fait, et je me suis un peu plus tournée vers quelque chose de manuel. C'est ça que je t'expliquais aussi. Oui, effectivement, en préparant le podcast. J'ai commencé à restaurer des meubles, et donc j'ai un tout petit peu réduit mon temps de travail comme indépendante. Je me forçais tous les vendredis après-midi. J'ai eu la chance de pouvoir trouver un espace que je payais vraiment pas cher chez un membre de famille pour commencer à restaurer des meubles, en fait. Et donc, j'ai fait ça, et ça m'a aidée parce que j'ai pris du recul, c'est vrai, quand même, par rapport à 100% C'était un peu ta thérapie, en fait. C'était un peu ma thérapie. Sans t'arrêter. Et puis, un jour, j'étais là-dedans, mais finalement, quand même, le reste du temps, je voyais bien que les mêmes nœuds continuaient d'être présents dans ma pratique. J'ai envisagé
quand même d'arrêter, mais en même temps, voilà, j'étais quand même passionnée par ce que je faisais, donc Et j'étais pourquoi vraiment t'aurais dans une arrêté? impasse. Parce que ça te demandait trop d'énergie, parce que Oui. le métier en tant que tel, c'est pas ça qui te dérangeait, c'était Ben, plus... non, le métier en tant que tel me passionne. C'était vraiment la manière dont il était exercé et le rapport avec les gens. Voilà, il y avait un truc qui coinçait, quoi. Et un jour, je crois que ça, tout est un peu parti de là. Un jour sur Facebook, j'ai vu une publicité pour ce qui s'appelle toujours d'ailleurs le Déclic Tour. C'était une tournée en fait d'une semaine en Belgique pour rencontrer des entrepreneurs sociaux. Il y avait du coaching aussi. Tu venais avec une ébauche d'idées, de quelque chose que tu voulais créer et voilà, On te challengeait dessus, j'imagine, on te challengeait, ouais. et voilà, il y avait beaucoup de rencontres, des discussions, de l'introspection. J'ai pris congé du coup une semaine pour faire ce truc-là. Et ça a été vraiment le début de quelque chose parce que je me souviens que j'avais postulé avec plutôt mon idée de meuble et je m'étais dit, ah oui, je vais créer une bibliothèque d'objets avec un atelier. Enfin, j'étais plutôt partie... T'étais partie dans rien à voir avec rien le droit. Rien à voir. Et en fait, au terme de la semaine, le déclic que j'ai eu, c'était justement, non, en fait, je dois continuer ce métier, ça me passionne, c'est ça que je veux faire, mais je vais le faire autrement, quoi. On va créer quelque chose de nouveau. J'avais pensé au début coopérative, d'avocat, enfin voilà, les premières ébauches de Casa Legal sont nées là-bas, quoi. Et je suis revenue de cette semaine-là, j'en ai parlé à Noémie, qui est une des 4 associées, avec qui je travaillais déjà en fait dans les mêmes bureaux. Ok. On était amis depuis l'université, on se connaît depuis longtemps, on a fait notre Erasmus ensemble. Et donc, on ne travaillait pas du tout ensemble, on avait chacune notre bureau, mais on faisait les mêmes matières. Vous travaillez, c'est ça, sur les mêmes spécialités. Voilà, exactement. Et donc, je lui en ai parlé, ça lui parlait super fort, et on a commencé nos premières démarches à ce moment-là à imaginer quelque chose d'interdisciplinaire. On a été rencontrer les ordres, notre bureau à Bruxelles spécialisé en déontologie, pour commencer à avoir les premières possibilités d'exercer d'une autre manière, avec d'autres professions, etc. Mais tout en C'était étant... encore assez, excuse-moi de t'interrompre, c'était encore assez vague, j'imagine, à ce moment-là. C'était encore assez vague. Okay. Tu sentais qu'il fallait d'autres disciplines, mais qui, quoi, c'est comment ça, okay, exactement. Ça c'était assez vague. Et puis surtout, on était débordés de travail, on avait notre quotidien. Et donc, à deux, on s'est un peu découragés, en fait. on est revenu à notre quotidien de travail et on s'est dit, en fait, on s'est découragés par rapport à quoi? C'était postuler à Coop City, parce que j'avais vu au terme du Déclic Tour assez vite, je suis un peu rentrée du coup dans le monde de l'économie sociale par ça, et j'avais vu Coop City à Bruxelles, je ne sais pas si tu connais. C'est comme un peu un incubateur d'économie sociale, et donc ils ont plein de programmes différents, dont ce qu'on a fait à l'époque, c'est le programme Seeds. C'était un programme d'1 an avec aussi des cours, un coach privé, particulier au sein de la structure pour travailler l'idée, le business plan, etc. C'est pour des entreprises du coup sociales ou impact social mais il fallait déjà une idée quand même assez concrète, beaucoup plus que le Déclic Tour. On a dû monter un dossier, etc. Donc quand on a voulu monter ce dossier à 2, on était là, en fait, pour le moment, on n'a pas le courage. Voilà. Et puis, on a rencontré Margarita et Clémentine, qui sont aussi arrivées à Casa Legal, enfin pas Casa Legal, du coup à l'époque dans notre bureau d'avocat, dans notre structure, dans notre maison d'avocat. 2 autres avocats du coup que vous connaissiez pas à la base. Non, c'est ça. Qui exerçaient le même type de droit, le droit des familles ou le droit des étrangers, etc. Margarita pratiquait vraiment le droit de la famille, elle revenait de Paris, elle avait aussi des remises en question professionnelles. Clémentine, elle avait exercé en France, elle hésitait à se relancer complètement comme indépendante en droit des étrangers, etc. Donc on a eu des discussions, elle partageait les mêmes constats. Et on s'est bien entendu. Et donc, à 4, on s'est senti assez forte pour déposer ce dossier et commencer ce parcours qui nous a amené un an après à créer l'ASBL, quoi. Comme quoi, voilà. il suffit, mais de 4 dames bien engagées et une belle rencontre. Et donc, vous déposez ce dossier et à partir de là, en fait, vous êtes accompagné pendant 1 an. En plus de notre boulot, donc c'était quand même assez intense. C'est ça. Oui. C'était les soirs, les week-ends. Et ça, du coup, c'est un programme qui est financé par l'État ou par... c'est financé par différentes structures, mais c'est Coop City, ils sont subsidiés, c'est l'économie sociale. Et du coup, Casa Legal, elle prend naissance ou elle naît l'année d'après, directement? Oui, au terme de l'année, on a déposé nos statuts. Non, ça a pris plus ou moins 1 an et demi. Je crois qu'on a commencé le programme en octobre 2018 et en mai 2019. Donc même pas 1 an. Du coup. Ouais, même pas 1 an après. On a déposé les statuts, donc voilà, la naissance de Casa Legal, du coup, qui représente quoi à ce moment-là?
À ce moment-là, ça représente, en tout cas, on avait déjà défini notre vision. C'était quand même déjà assez précis. C'était clairement l'idée de créer une maison interdisciplinaire. On voulait utiliser le droit pour créer un changement positif, travailler avec plusieurs professions. Enfin, c'était déjà assez précis, en fait. C'était déjà assez précis. C'est juste qu'on n'avait pas encore l'équipe, j'imagine. L'équipe et les finances pour se lancer de manière totalement intégrée avec le salariat, etc. Et donc, je me souviendrai toujours d'un coach. Moi, ça me faisait très peur, évidemment, de laisser complètement tomber la pratique que j'avais développée pour commencer quelque chose de tout nouveau, à risque, etc. Et je me souviens d'un coach qui nous a, un jour de Coop City, qui nous a complètement rassurés en disant, en fait, vous ne devez pas avoir tout parfait dès le début, allez-y step by step. Et donc, on a juste créé la SBL, on a commencé à tester au début bénévolement certains dossiers. On a eu la chance de créer très vite un partenariat avec Caritas Brabantia, qui est une grosse ONG d'aide sociale qui est active notamment aussi à Bruxelles. Et ils ont très vite cru en notre projet et ils nous ont délocalisé en fait 2 assistantes sociales qui venaient chez nous. On s'est installé à Sioux. Je ne sais pas si tu vois Sioux, c'est les anciennes casernes à Etterbeek, c'est un lieu d'occupation temporaire. Ok. Donc on a quitté notre structure pour s'installer à 4 pour mettre vos bureaux là, dans des bureaux quasi gratuits pour mettre nos bureaux là. Et au début, on continuait comme indépendante sur nos dossiers pour financièrement quand même, oui. Exactement, et pour aussi les clôturer petit à petit. Et on commençait à tester quelques dossiers en interdisciplinarité avec Caritas Brabantia. Donc du coup, à ce moment-là, vous avez 2 assistantes sociales qui sont mises entre guillemets à votre disposition, qui continuent du coup d'être payées par Caritas, j'imagine, c'est ça? Et du coup, vous commencez à ce moment-là un peu à tester votre modèle de collaboration. Ok. Et petit à petit, déjà, on se rend compte des bénéfices assez vite pour les situations qu'on suit. Et assez rapidement, on a eu la chance du coup de postuler à un programme bruxellois qui s'appelle Innoviris. C'était un des programmes d'Innoviris qui nous a permis de tester du coup notre modèle avec une assistante sociale intégrée à Casa Legal. C'est ce qui nous a permis de vraiment lancer vraiment plus le modèle Casa Legal à ce moment-là. Et on a fait aussi un emprunt privé en fait pour pouvoir nous salarier au début d'une manière vraiment très très modeste et militante, mais on a pu du coup à partir de septembre 2020, on a pu travailler de manière totalement intégrée toutes les 4 pour Casa Legal, et on avait une stagiaire aussi avec nous à l'époque. Wow, attends, il y a plein de choses intéressantes là. Oui, ça tout a été un peu en plus pour vite, bien comprendre, parce que voilà, il y a plein de choses là-dedans. L'assistante sociale, du coup, vous engagez du coup pour la première fois quelqu'un, c'est ça, en tant que salarié chez vous. Ok, vous faites un emprunt privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites un emprunt chacun, toutes les 4 à la banque pour pouvoir vous payer un salaire? Casa Legal a emprunté, on n'a pas été à la banque, heureusement on a eu la chance de trouver un mécène qui nous a prêté à 0% de l'argent, qu'on rembourse encore aujourd'hui d'ailleurs. Pour se lancer. C'est un beau geste. Et, mais du coup, cette assistante sociale, vous la payez sur fonds propres avec ce financement d'Innoviris. Qui nous a permis de tester ce modèle. Ok, et du coup, là, aujourd'hui... C'était Prove Your Social Impact, je crois. Ok. Oui, Innoviris qui est une institution... Prove Your Social Innovation, voilà, pardon. Prove Your Social Innovation. C'était ça. Donc... Et je me souviens que c'était un dossier super compliqué parce que c'était la première fois qu'Innoviris s'ouvrait à l'entrepreneuriat social. Donc, leur dossier était vraiment fait pour l'innovation technique, en fait. Et donc, c'était vraiment difficile à remplir. Je me souviens que Clémentine s'est arraché les cheveux. Elle s'en souvient encore. Mais du coup, après, en avançant un petit peu, donc vous avez rapidement, j'imagine, continué à engager des assistantes sociales, des psychologues aussi. Comment ça s'est développé, les différentes... Alors, le volet psychologue, ça a toujours été le volet le plus difficile à vraiment intégrer parce qu'il y avait toutes les questions quand même de secret professionnel qui... en fait, on avait toujours du mal à imaginer, est-ce qu'une thérapie, ça fait sens dans Casa Legal, puisqu'il y a quand même le volet principal qui est juridique. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes de conflit d'intérêts si à un moment donné, on doit utiliser des attestations des psychologues devant les juridictions? Ils vont se dire, c'est une psychologue de la structure, c'est quand même un peu bizarre, etc. Donc, ça posait plus de questions. Et d'ailleurs, on avait à l'époque commencé un partenariat avec Woman Do, qui est un planning familial avec des psychologues super chouettes. Et on avait commencé à discuter de tout ça aussi avec elle, voir... quel sens ça ferait, etc. Et finalement, on en est arrivé à aujourd'hui, on a une collaboration avec une psychologue, mais externe, qui vient dans nos bureaux, qui est financée par Psybru. Donc Psybru, après le Covid, ils ont créé plein d'initiatives pour
aider au niveau de la santé mentale de la population. Et donc, ça reste du suivi psychologique de première ligne, c'est maximum 10 séances. Mais donc, elle est disponible pour nos bénéficiaires et elle vient dans nos bureaux, voilà, pour les suivre. Donc, ça reste quelque chose d'assez intégré, mais c'est une collaboration externe, quoi. Et il Voilà. n'y a pas de souci du coup de conflit d'intérêt ou quoi Non. si jamais vous devez utiliser Non, une assistante? parce qu'on partage aucune information. C'est Ah oui, vraiment, ok. non, c'est Ok. ça. Au pire, si vous avez besoin d'une attestation psychologique, vous la demandez à elle comme si c'était C'est ça. une autre C'est plus psychologue. pour aider nos bénéficiaires à débloquer des choses chez eux, etc. Ouais. Donc, c'est pour offrir un service tout en un, Ouais, mais c'est ça. en Ok. gardant quand même... Et donc aujourd'hui, quels sont les différents métiers alors qui se retrouvent dans Casa Legal? Donc, on a essentiellement des avocates, on a une juriste de première ligne, on a 2 médiatrices qui se partagent un mi-temps, donc c'est anecdotique, mais on a voulu développer, tester le service de médiation pour notre public cible, qui est un public essentiellement d'aide juridique, qui connaissent mal la médiation, qui l'utilisent très peu. On a une office manager, on a des stagiaires avocates, on a du coup aussi maintenant une chargée de communication qu'on partage avec une autre association, le Petit Vélo Jaune, avec qui on travaille dans les mêmes locaux en fait. Ok. Voilà. Et des assistantes sociales. Et 3 assistantes sociales. Et 3 assistantes sociales. Du coup, qui ça sont- fait une équipe de quoi? Ouais. De 15 personnes au minimum? On a une néerlandophone et 2 francophones. C'est une équipe en tout avec les stagiaires, on est 20 personnes. 20 personnes Ouais. et entre guillemets presque tout le monde salarié d'une certaine manière. Enfin, Tout le monde est salarié sauf les stagiaires, sauf les stagiaires. avocates. Ouais, parce que là, on n'a pas réussi encore à débloquer le salariat. Mais bon. Mais donc c'est- du coup, pour avant d'avancer à autre chose, en termes de financement, etc., vous, quand vous faites des dossiers Prodeo, Mhm, comme tu dis, encore aujourd'hui, l'État vous paye, mais pour les actes juridiques. mhm. Du coup, les assistantes sociales, les médiatrices, etc., en fait, qui les paye? Ça vient Non, d'où? mais justement, donc Quel est le ça- business ça plan un- derrière? ouais, voilà, donc c'est un peu ça tout l'enjeu, c'est qu'on s'est assez vite rendu compte que le paiement à l'acte n'allait pas fonctionner pour notre modèle. Ou en tout cas, on est parti du principe que ça allait être compliqué. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait plutôt, c'est de négocier avec le fédéral en 2023. On a eu un timing politique voilà, qui a aussi joué en notre faveur parce qu'il y a eu à cette époque le PS qui a déposé une proposition de résolution pour créer des modèles plus holistiques de prise en charge des justiciables d'aide juridique. On a eu la chance aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais il y a eu un timing qui a été assez favorable à Casa Legal et qui est complètement le hasard. C'est que quand on s'est créé, en même temps, plus ou moins, sortait une étude de l'ULB sur le modèle de prise en charge holistique des justiciables d'aide juridique, qui a étudié ce qui existait au Canada, aux États-Unis, etc. Et donc ça a vraiment permis de légitimer, nous, ça nous a super fort aidé parce que ça a permis de légitimer plein de choses dans notre approche. Ok, c'est un modèle qui était déjà testé et approuvé dans d'autres pays. Voilà, Ok. à l'étranger. Et c'est vraiment un hasard que c'est sorti à ce moment-là en Belgique. Ça nous a vachement aidé. Et tout ça pour dire que on a du coup négocié avec le fédéral de tester ce modèle holistique en dehors du système de points de l'acte pour justement que ce soit plus adapté à cette approche holistique avec le travail des assistantes sociales, etc. oui. Et donc, on a négocié un budget, en fait, une subvention facultative. C'est un Et package. c'était une nouveauté, ça, du coup, j'imagine, C'était une pour nouveauté. l'État belge. Tout à fait. On est Vous avez complètement été pionnier innovante. là-dedans, On est ouais, c'est complètement ça. pionnière. On est complètement pionnière. Du coup, ça n'existe pas encore ailleurs, ni en Belgique, mais en Europe, on n'a pas vraiment trouvé non plus encore de structures similaires. D'ailleurs, bientôt, on va à Cologne, il y a une conférence sur l'aide juridique, donc on va voir un peu. Pour un peu faire la promotion du mais, modèle. et aussi rencontrer des gens, voir un peu ce qui se passe ailleurs. Absolument. Ok, donc vous négociez avec l'État fédéral, c'est ça? Mhm. Et donc aujourd'hui, alors, vous avez une spécificité d'encadrement financier pour ça, pour l'approche holistique. C'est ça. Ok, On a ça notre va. plus gros budget pour le moment, ça reste le fédéral. Et puis on a des budgets à part, par exemple, pour Ouais. la juriste de première ligne. Là, c'est plutôt Parce que sans ça, votre modèle de manière financière est en péril, si je t'entends bien. Ah ou pas. oui, oui. Ok. Oui, clairement. Enfin, on Oui, cherchera oui. d'autres solutions, Oui, comme on bien l'a sûr. toujours fait. Mais, Bien sûr, bien sûr. Mhm. Magnifique. Et les personnes qui viennent chez vous, du coup, j'essaie vraiment de te poser une question comme si j'y connais pas grand-chose, mais imaginons vraiment je m'y connais pas du tout. Est-ce que je me trompe en disant qu'en fait, l'avantage, je vais te servir de l'eau, hein, Merci. l'avantage de votre structure, en fait, Mhm. c'est que si moi, j'ai un souci et je suis immigré ou peu importe ou sans papier, je viens chez vous et en fait, je ne dois pas courir à chercher 14 adresses différentes et différentes personnes parce que je viens chez vous et dans une seule maison, Casa Legal justement, Mhm. en fait, on m'aide presque de A à Z. En fait, c'est ça votre valeur ajoutée. Oui, Je c'est l'ai- ça. Ok. Complètement, parce qu'en fait, il y a déjà des structures
comme des plannings, des structures avec plusieurs professions qui existent, mais il n'y a jamais des avocats au sein de la structure et donc ça ne permet pas d'aller jusqu'au bout du processus s'il y a nécessité d'aller en justice. Et c'est ça toute la plus-value, c'est de ne pas devoir... C'est vrai que j'ai oublié, on mélange un peu, enfin voilà, ça va vite, mais... C'est une discussion authentique. J'ai oublié de le dire et donc c'est très important, c'est que dans nos constats de départ, c'était aussi ça, on se rendait compte à quel point il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le système, avec cette fragmentation de l'aide juridique où les personnes vont en première ligne pour avoir un premier conseil, puis on les renvoie vers un avocat, potentiellement 3 avocats. On prend toujours l'exemple d'une femme victime de violence parce que c'est assez parlant, mais ouais, vas-y. Imaginons une femme qui nous consulte et qui, elle doit fuir son domicile parce qu'elle est victime de violence. Elle a des enfants qui sont nés en Belgique, elle est potentiellement en séjour précaire. Cette femme-là, elle va devoir potentiellement consulter 3 avocats différents, un en droit pénal pour le volet violence, un en droit des étrangers pour le volet séjour, pour régulariser sa situation, et un en droit de la famille pour sécuriser sa situation avec ses enfants. Donc, cette dame-là, si elle va au bureau d'aide juridique, on va lui désigner 3 avocats différents dans différents lieux. Et puis, elle va avoir besoin aussi, éventuellement, certainement, d'un service social, parce que la complexité administrative belge fait que voilà, on ne peut pas s'en sortir seul dans ces situations-là, surtout quand on est dans une situation aussi très vulnérable d'un moment où on est victime de violences intrafamiliales. Et probablement, elle aura besoin aussi d'une psy, cette personne-là. Pas toujours, mais c'est souvent le cas. Du coup, voilà, le système actuel, il pousse quand même à vachement se décourager si on est cette personne qui doit s'adresser à 15 services différents. Et ce qu'on constate aussi, c'est que parfois, du coup, elles n'activent pas leurs droits parce qu'elles se découragent face à tout ça, ou on les perd. Moi, j'ai eu ça dans mon bureau quand je pratiquais comme indépendante, c'est qu'on reçoit une personne, et puis à un moment, on n'a plus de nouvelles de cette personne, et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais en fait, on ne sait pas la retrouver, nous, on n'est pas enquêteurs. Je comprends aussi ce découragement, parce que devoir consulter X avocats et X structures sociales, psychologiques pour trouver une solution à sa situation, c'est un peu compliqué. Surtout que peut-être juste une question pour la personne, du coup, qui ne peut pas se permettre de payer les différents services. Ça se passe comment, du coup? C'est hyper compliqué, alors elle doit en traduire, je sais pas moi, une demande chez vous, une demande chez l'assistante sociale, complètement. etc. Okay. Alors que là... Complètement. Elle va devoir les avocats... Oui, parce qu'au bureau d'aide juridique, ça change avec les périodes, mais en général, on va juste lui donner un nom d'avocat et elle va devoir aller consulter cette personne. Cette personne va devoir entrer des documents pour se faire désigner en aide juridique. Donc, autant vous dire que déjà là, rien que cette étape-là va être compliquée. Il faut trouver un service social qui n'est pas saturé et qui va pouvoir l'aider. Enfin voilà, c'est le parcours du combattant, quoi. Et c'est comme ça que certaines personnes se découragent. Complètement. Peut-être elles ne parlent pas toujours la langue non plus correctement. Il y a les barrières culturelles, il y a la peur de l'avocat, la peur des institutions qui s'ajoutent à ça. Donc cette idée chez nous, c'est de pouvoir offrir ce package où la personne ne doit pas aller 10 fois raconter son histoire et trouver tous ces intervenants. Et du coup, quand maintenant cette dame-là dont tu viens de prendre l'exemple, elle vient chez vous, comment ça se passe alors comment ça se passe? Donc, souvent, les personnes nous viennent maintenant par le milieu associatif, parce que depuis le début, on a fait attention de rencontrer énormément d'associations de terrain pour se faire connaître, pour aussi examiner le besoin, etc. Et donc, on est très, très ancré dans le réseau, en fait. Et donc, les associations nous renvoient beaucoup de personnes. Et en général, la personne, donc on a un peu un filtre de première ligne. En première ligne, elles vont examiner la demande et vérifier si la personne rentre dans les critères de prise en charge, parce qu'on reste une ASBL, certes innovante et pionnière, mais une ASBL, et donc on ne peut pas répondre. Vous ne savez pas résoudre tous les problèmes. On ne peut malheureusement pas prendre toutes les personnes qui rentrent dans nos critères, mais on va déjà examiner si la personne rentre dans nos critères. Si ce n'est pas le cas, on va souvent la renvoyer soit vers la première ligne qui va pouvoir donner des premiers conseils et puis quand même renvoyer vers l'extérieur, mais au moins on prend soin de la demande qu'on reçoit et au téléphone. On ne va pas directement la renvoyer au téléphone, on va éventuellement l'inviter à venir en première ligne avec la juriste. Et si vraiment c'est très éloigné de nos matières ou que c'est pas un avocat dont elle a besoin, on va éventuellement renvoyer vers d'autres associations. Si ça rentre dans nos critères et qu'on est en mesure de la prendre en charge, on va directement la fixer avec les avocates qui vont la recevoir en premier rendez-vous et après mobiliser, si nécessaire, les assistantes sociales, une assistante sociale de la structure. Parfois, parce qu'on n'a pas vocation à remplacer ce qui existe, ça arrive très souvent, c'est une grosse partie de nos bénéficiaires. Il y a parfois un suivi social qui existe déjà et qui fonctionne, parce que parfois il existe mais il ne fonctionne pas à l'extérieur, auquel cas nous on va travailler
en collaboration avec l'extérieur, et on va faire éventuellement déplacer les assistants sociaux externes dans nos bureaux pour travailler de manière holistique comme on le fait. Mais voilà, on ne va pas remplacer un suivi social qui existe déjà. Vous collaborez alors avec des services. Et ça se passe d'habitude assez bien Ça se passe très bien quand le suivi... Parce que tu dis ça facilement, elles viennent chez nous. Ça dépend des associations. Si c'est le CPS, non, ils vont pas se déplacer chez nous, ça c'est sûr. Mais si c'est on travaille par exemple, je prends un exemple au hasard, mais on travaille quand même pas mal pour des personnes sans abri. Avec la SBL Diogène, par exemple, ils vont se déplacer très facilement pour accompagner leurs bénéficiaires dans leur démarche. Ça fait partie de leur mission. Il y a le CAOE, par exemple, avec lesquels on travaille aussi. Il y a plein d'associations de terrain. Et qui, du coup, sont très ouvertes à collaborer avec vous. Exactement. OK. Voilà, c'est ça. Et donc, après, le gros avantage quand c'est notre suivi social, c'est qu'on peut faire vraiment quelque chose de sur-mesure pour la personne. On va accompagner la personne dans des démarches, etc. C'est nous qui construisons en interdisciplinarité qu'est-ce qui fait sens pour la personne. Et vous, du coup, en tant qu'équipe, vous avez des réunions, j'imagine, hebdomadaires aussi. Vous faites le point en fait, sur tous les dossiers avec toutes les personnes autour de la table, l'assistante sociale, toi en tant qu'avocate. Alors, on a tout un système parce qu'on est aussi en gouvernance collective en plus, partagée. Donc, ça fait, c'est un autre aspect de notre structure, mais c'est important pour nous. Et c'est sûr que, oui, dans les dossiers, alors on ne va pas mettre toute la structure mobiliser toute la structure pour discuter de tous les dossiers, ce n'est pas nécessaire, ce serait un peu une perte de temps, mais par contre, c'est clair qu'il y a des réunions de dossiers régulières pour les personnes impliquées dans le dossier. On travaille aussi avec un système de Teams où on peut s'échanger parce qu'on se rendait compte que faire tout le temps des réunions physiques pour des petits détails, parfois c'est compliqué. Donc, vous avez des petits canaux sur Teams. On a organisé des outils pour communiquer de manière très fluide dans les petites équipes dossiers. Oui. Et puis, chaque semaine, on peut aussi amener en équipe des problématiques plus compliquées. Si l'équipe a besoin d'apport des autres AS, des autres avocates, on peut discuter plus stratégie ou voilà. Et du coup, pour revenir un peu sur votre type de personnes que vous aidez, donc il y a les immigrés, sans papier, avec papier, des sans-abri, des personnes. Quels sont un peu les différents types de profils ? Justement, on a récemment un peu plus... on était parti sur des critères plutôt de prise en charge multimatière. Donc jusqu'à présent, nos critères, c'était soit plusieurs matières du droit. Okay. Parce que là, on voit un vrai intérêt parce que je ne l'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais quand on désigne 3 avocats différents, ils ne communiquent pas entre eux. Donc parfois, ils prennent des décisions contradictoires pour l'intérêt de la personne. Donc là, au moins, comme on est dans le même lieu, on va proposer une stratégie qui est cohérente entre les différentes problématiques juridiques et sociales. Donc il y avait ce volet multimatière où on voyait vraiment un vrai intérêt. Et alors, parfois, c'était une matière, mais un vrai besoin de prise en charge psychosociale. En fait, on les appelle les cas un peu intensifs, mais voilà, ça peut être une personne sans papier qui, par exemple, récemment, on a eu ça, qui a perdu ses jambes dans un accident, qui a une vraie problématique médicale. Donc, à la base, c'était une problématique juridique de sans-papier. Et puis, au fur et à mesure, d'ailleurs, il y a d'autres problématiques d'assurance et tout qui en découle. Donc, on voit que notre plus-value, elle est aussi là, c'est de déceler d'autres questions juridiques qui vont pouvoir émerger. Et maintenant, cette personne, d'ailleurs, on vient de recevoir cette personne via son avocat en droit des assurances avec lequel on collabore en externe, qui vient parfois chez nous parce que c'est une personne très vulnérable qui ne peut pas se déplacer à plein d'endroits, donc il connaît Casa Légal, donc cet avocat se déplace chez nous. Nous, on ne fait pas de droit des assurances. Voilà. Oui, effectivement. Donc, il y a cette vraie approche holistique et le travail de l'assistance sociale l'aide aussi, lui, énormément parce qu'elle récolte les documents médicaux. Donc, voilà, on voit vraiment, c'est très, très utile, même quand il y a parfois au départ une matière. Donc, quand il y a un volet psychosocial très, très lourd, il y a une vraie plus-value. Maintenant, on essaye de définir vraiment des profils types de personnes qu'on suit. Et clairement, c'est assez facile. Les personnes sans abri, avec par ailleurs une des problématiques juridiques que nous, on suit, là, on voit une vraie plus-value parce que ces personnes, souvent, en fait, elles n'ont jamais vu d'avocat. On suit des personnes qui sont parfois depuis 20 ans ici, qui n'ont jamais vu d'avocat. Et qui n'ont à la base peut-être aussi n'iraient pas spontanément voir un avocat. N'iraient pas, et c'est du bottom-up, quoi. C'est par les associations de terrain, Diogène, infirmiers de rue, qui vont amener ces personnes chez nous. Infirmiers de rue qu'on a reçus d'ailleurs, il y a 2 épisodes. On les connaît bien aussi, oui, j'ai vu. Donc voilà, c'est clairement ce travail en réseau qui permet d'apporter des gens vers des avocats là où ils n'iraient pas tout seuls vers le bureau d'aide juridique. Donc on touche
en fait, des personnes qui Ouais, consultent donc pas les les avocats. sans-abri déjà. Ok. Les sans-abri, les victimes de violences intrafamiliales, clairement, là, comme l'exemple que je vous ai dit Ouais. tout à l'heure, on a une vraie plus-value. Les victimes de traite des êtres humains ou d'exploitation économique, parce qu'il y a aussi très peu d'avocats, en fait, surtout en aide juridique, qui font ce type de matière-là. On essaye de suivre, enfin, on suit beaucoup aussi, pas moi personnellement, parce que je pratique pas ça, mais d'autres dans la structure, beaucoup des femmes devant les tribunaux de la jeunesse, ou même en amont, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les parents dont les enfants étaient dans des placés ou en tout cas avaient perdu le lien, etc., souvent ne sont pas représentés en fait devant les tribunaux, qui les convoquent même pas toujours. Ce sont des mineurs du coup, ou des majeurs ou... Les femmes? Oui, les personnes. Non, c'est des mamans, quoi. Ah, c'est des mamans, essentiellement des mamans, Ok. mais qui ont perdu le lien avec leurs enfants ou qui sont complètement en décrochage social et donc ne reçoivent pas les convocations, ne vont pas, etc. Donc nous, on les raccroche en fait, et notre suivi holistique les apporte une vraie valeur ajoutée pour ces personnes. Et même les tribunaux aujourd'hui sont hyper contents quand ils voient un dossier Casa Légale, parce qu'ils savent que voilà, il y aura un suivi social qui va être pris en charge, on va raccrocher cette personne et ça permet de recréer du lien. On a même déjà évité des placements par notre suivi. Donc voilà, pour ce type de personnes-là, il y a une vraie plus-value. Et puis les familles monoparentales en général, c'est souvent des mamans. Oui. Donc en fait, oui, il n'y a pas vraiment, parce qu'à la base, on était parti sur, toi ta spécialité c'est droit des étrangers, hein, c'est ça? Oui. Mais du coup, c'est pas spécialement, donc ça peut être des violences conjugales. Oui, en tout cas dans la structure. Même quelqu'un qui habite ici depuis toujours, il n'y a pas toujours un lien avec l'immigration, etc. Non, pas toujours. Pas toujours. Mais c'est souvent en tout cas lié. Ok, donc des personnes vraiment vulnérables qui trouvent du coup le chemin vers vous. C'est magnifique, c'est beau quand même, hein, ce que vous avez construit. Bah oui. Vous vous en rendez compte? Oui. Oui, non, on s'en rend compte tous les jours et en fait, on célèbre souvent en équipe nos résultats parce qu'on vient de faire notre première étude d'impact avec la SAOEB, Impact Social. Et qu'est-ce qu'elle dit? J'étais super émue quand j'ai lu ça parce que on est 6 ans plus tard et on voit qu'on ne s'est pas trompé quoi, dans notre idée, dans le besoin qu'on pensait répondre. On ne s'est pas trompé. Votre impact, du coup, justement... mais il est avant tout humain, en fait. D'une certaine façon, vous aidez des gens d'une manière holistique qui, sinon, auraient été laissés à l'abandon. Est-ce qu'il y a d'autres critères que vous avez pu mesurer? Ou ça reste quand même fort dans l'humain? Est-ce que pour l'État, il y a quelque chose à y gagner aussi? C'est ça que j'allais dire, c'est que cette première étude d'impact, elle est clairement qualitative. Donc, ce n'est pas une étude chiffrée, c'est une étude qualitative mais il y a quand même des impacts, en fait, très objectifs, dans le sens où ce n'est pas que humain, où on a aidé ces personnes, c'est aussi... On a permis de débloquer des situations juridiques. Il y a de la remise à l'emploi, il y a de l'autonomie. En fait, il y a un processus d'autonomisation que les personnes identifient elles-mêmes au terme d'un parcours chez Casa Légale, un sentiment de fierté parce qu'elles ressortent avec plus de compréhension aussi du système, parce qu'on met un point d'honneur à utiliser un langage clair, à impliquer les personnes dans les choix procéduraux. Ça, c'est aussi très important. Combien de fois on nous a dit « Ah oui, moi, avant, quand j'étais chez un avocat, déjà, je ne comprenais pas ce qui se passait, on ne m'expliquait pas vraiment bien. » Et on me laissait pas vraiment le choix. Il y a une procédure, on me dit c'est ça, et on le fait. Et puis après, en fait, on comprend pas dans quoi on est. Nous, c'est exactement ce qu'on veut éviter. On veut que la personne redevienne un peu actrice de sa situation. Et donc, on prend le temps d'expliquer les choses. On laisse à la personne le temps de réfléchir aussi, de revenir éventuellement des mois après si elle est pas prête. On respecte la temporalité de la personne aussi. Enfin, voilà, il y a toute une approche qui fait que ça change leur vision des avocats, ça change leur vision de la justice même, des institutions. Elles se sentent plus reconnues en fait comme victimes. Parfois elles décident même, on a eu des cas en violence où on avait obtenu plusieurs choses dans d'autres domaines, mais pour le volet plainte, la personne n'a pas été poursuivie, mais par contre il y a eu une reconnaissance des faits sur papier, en disant voilà, s'il y a de nouveaux défaits, là, la personne sera poursuivie, mais en tout cas, on reconnaît que vous êtes victime, mais le dossier est classé parce que telle raison, telle raison. Rien que ça, déjà, elle a décidé de ne pas aller plus loin parce que pour elle, c'était suffisant, elle s'était sentie reconnue et entendue dans... Est-ce qu'il y a des personnes que vous avez accompagnées il y a quelques années, du coup, à vos débuts, ou éventuellement, tu as eu un retour personnel ou autre, dont tu sais que la personne va beaucoup mieux, par exemple? Dans le cadre de cette étude d'impact, il y a quelques personnes qui ont été interrogées, c'est pas moi qui ai fait les auditions, mais quelques personnes qui ont été interrogées qui n'étaient déjà plus suivies par Casa Légale et qui ont par exemple dit « Ah oui, moi maintenant, comme j'ai mieux compris tout, j'aide aussi les personnes autour de moi. » Et d'ailleurs, il nous a suggéré, lui, c'était marrant, il voudrait qu'on ait un système, je sais pas si tu connais le système de père aidance. Non. C'est des personnes, par exemple les victimes de violences qu'on subit elles-mêmes et qui vont
témoigner pour des victimes actuelles, pour les aider dans leur démarche, et parce qu'elles ont vécu ça, donc évidemment personne ne peut mieux comprendre une situation que quand on l'a vécu. Et donc ils trouvent qu'on devrait avoir dans notre structure un genre de système de pair aidance, où des personnes qui ont suivi le parcours chez Casa Legal et ont vécu parfois des choses similaires pourraient venir pour rassurer, conseiller aussi. Un peu être disponible comme des mentors, un peu d'une certaine façon. C'était intéressant, en tout cas comme idée. On ne l'a pas encore mis en œuvre, mais il faudrait carrément presque créer un réseau, en fait, un réseau alumni. Mais bon, c'est ça, alumni, exactement. Donc ça fait partie des enjeux dans le futur. Ce serait, on n'arrêtait pas d'en reparler d'ailleurs récemment, c'est qu'on voudrait pouvoir recontacter 1 an, 2 ans après des personnes qu'on a remis sur les rails pour voir si elles sont toujours sur les rails, qu'est-ce qu'il est advenu de ces personnes, est-ce qu'elles ont toujours un emploi, où elles en sont en fait. Et ça, on n'a pas encore assez de recul pour l'avoir fait, mais c'est un objectif. Mais c'est probablement indéniable, effectivement, que comme tu l'expliques si bien, l'impact il est multifactoriel, il est humain et le politique. Excuse-moi, vas-y. Non, et j'allais dire, et pour l'État, ça fait partie de nos objectifs. Donc je t'en ai très brièvement parlé au tout début, je pense. On va commencer en septembre 2025 une grosse recherche en fait. Enfin, pas nous, mais on a de nouveau, grâce à Innoviris, déposer un projet qui vient d'être validé par la région bruxelloise. Donc, on va commencer un projet de recherche qui s'appelle Scala Legal. Et donc, il y aura 4 centres de recherche de l'ULB et de l'UCL qui vont travailler pendant 3 ans. C'est l'équivalent de 3 chercheurs ETP qui vont travailler notamment sur Casa Legal pour étudier non seulement l'impact en termes qualitatifs, comme on l'a déjà un peu fait, mais surtout aussi en termes économiques. Vérifier le lien de causalité de notre intervention avec le changement effectif pour la personne et les gains éventuels sur d'autres domaines de la sécurité sociale. Une des chercheuses de cette étude a fait d'ailleurs une étude sur le sans-abrisme, sur le sans-chez-soirisme pour démontrer qu'en fait, remettre quelqu'un au logement, même avec les allocations de chômage éventuelles, même avec toutes les aides autour, coûtait moins cher que de laisser une personne dans la rue pour tout ce qui est... Et ça, du coup, ça sera un outil formidable pour le politique aussi de continuer à soutenir ce modèle et même à le développer. Peut-être en quelques mots, quel serait votre souhait là-dessus ou votre demande aux autorités ? Notre souhait, évidemment, et ça a été le cas depuis le début, ce serait qu'il y ait un cadre légal qui se dégage pour créer ce, comme on l'appelle, couloir supplémentaire, couloir complémentaire, parce que nous, on n'a pas vocation à remplacer à nouveau ce qui existe. L'aide juridique telle qu'elle existe fonctionne très bien pour une grande partie de la population. On prend toujours l'exemple de la maison qui brûle avec les personnes qui savent sortir de la maison juste avec quelques informations. D'autres ont besoin d'une intervention peut-être d'un avocat. Et puis, il restera 10% de personnes qui n'arriveront pas à sortir de l'immeuble parce qu'ils n'ont pas entendu, ils étaient sous la douche. Ils ont besoin qu'on vienne les chercher un peu plus par la main. Nous, on intervient pour ces 10% de personnes-là. Et donc, notre espoir, c'est d'avoir un cadre légal un jour qui permet de créer ce type de structure qui soit complémentaire au système actuel d'aide juridique pour ce public-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui existe pour vous n'est pas suffisant si d'autres structures pourraient bénéficier... Non, parce que pour l'instant, il n'y a que nous qui le faisons et on est un projet pilote. Donc, pour l'instant, en tout cas au niveau fédéral, on a une ligne de subside qui est sur l'accès à la justice. On a vraiment fait attention de ne pas être sur l'aide juridique pour ne pas prendre dans l'enveloppe de ce qui existe pour l'aide juridique. Mais on a un subside facultatif qui est renouvelable chaque année. Oui, c'est ça. Donc, ça pend un petit peu... Complètement. Oui. L'idée serait d'avoir ce genre d'aide de manière pérenne dans un cadre légal. Et de pouvoir le créer éventuellement dans d'autres villes si les besoins sont confirmés. C'est peut-être pas nécessaire partout, c'est peut-être pas nécessaire sous la même forme partout. Aujourd'hui, vous êtes présent à Bruxelles, c'est ça. L'idée est si jamais du coup de dupliquer le modèle ou de créer des petites filiales dans d'autres villes, wallonnes ou flamandes. Si en tout cas l'étude confirme le besoin, parce qu'il y a ça aussi. Nous, on a toujours été depuis le début ouverte, on offre une proposition pour répondre à un besoin. On n'a jamais dit qu'on avait la solution universelle et on n'est pas en position de sachant. Donc peut-être que dans l'étude, il y a des choses qui vont émerger qui disent peut-être qu'on doit réajuster certaines choses ou peut-être que ça sert à rien, même si j'en doute. On ne sait jamais. Mais donc si tout ça est confirmé, oui, clairement, notre intérêt, ce serait pas forcément des Casa Legal avec le nom Casa Legal, mais l'idée, ce serait qu'il y ait d'autres structures similaires qui puissent émerger dans d'autres villes de Belgique. Clairement. Pour autant que l'impact continue à se répandre. Donc, si je t'entends bien, l'idée n'est pas spécialement pour toi. Ce qui compte avant tout, c'est que
le modèle se développe, Oui. pas spécialement demandeuse d'avoir des casas légales dans toute l'Europe demain, ou quand même, Non, si tu peux rêver. Si je peux rêver, oui, on dit toujours dans quelques années, si le modèle peut se développer en Europe parce qu'il fait sens, oui, ce serait génial. Ben oui, why not, effectivement. On dit toujours, un jour, on va créer la fédération des maisons juridiques intégrées ou des maisons socio-juridiques, on ne sait pas encore exactement le terme, comme il y a maintenant la fédération des maisons médicales, voilà, c'est un peu notre rêve. Parce que de ce que toi tu sais, en tout cas, dans d'autres pays européens, il n'y a pas encore vraiment de modèle ou de société. Non, on n'a pas trouvé. Similaire. On a même une juge espagnole spécialisée en violence intrafamiliale qui est venue un jour chez nous parce qu'elle trouvait ça intéressant comme approche. Donc non, on n'a pas encore trouvé le même, exactement le même modèle. Et les études dont tu parles, elles risquent de sortir dans quelques années. Alors cette étude, elle va commencer en septembre 2025 et c'est parti pour 3 ans. Donc oui. Magnifique. Ouais. Je vois que le temps file parce que c'est tellement passionnant, tu as tellement de choses à raconter. Oui. On va peut-être parler quelques instants. Ce qui t'amène ici aussi, c'est la reconnaissance par Ashoka, organisation internationale de changemakers, d'acteurs du changement. Je me souviens, donc j'étais présent l'année dernière, c'était l'année dernière je pense déjà, qu'on l'a annoncé, ou j'ai pas trop la notion du temps. La Social Impact Night, c'était récent, mais c'était fin de l'année. Oui. Non, c'était en janvier. Oui, donc ça date effectivement. Vous avez du coup été effectivement sélectionné comme fellow, donc ça veut dire que vous êtes reconnu pour votre impact sociétal. Alors c'est encore assez récent, c'est une belle reconnaissance certes, mais qu'est-ce que éventuellement déjà ça vous a permis et qu'est-ce que vous espérez éventuellement en retirer de cette reconnaissance? Mais en tout cas, ce qui est vraiment clair et hyper positif pour nous, c'est le réseau complémentaire que ça nous ouvre, parce qu'on était déjà un petit peu dans le réseau économie sociale bruxellois, on était clairement dans le réseau associatif, etc. Mais là, ça nous ouvre en fait un réseau beaucoup plus large, international même, de personnes qui ont envie de changer les choses et de ressources. Personnes ressources aussi, on a déjà eu, grâce à Ashoka, quelqu'un qui est venu, qui nous a fait rencontrer quelqu'un, qui nous a donné des conseils, etc. Donc voilà, il y a clairement de l'entraide, j'ai l'impression, un vrai soutien. Et pour faire connaître encore plus aussi le projet, on a participé à l'Impact. Vous avez un mentor Monday. ou quoi, par exemple, qui est attribué, ou alors on a 2 personnes effectivement qui vont, on les a rencontrés pour le moment qu'une fois, donc la collaboration n'est pas encore très structurée, mais en tout cas oui, l'idée c'est qu'il y ait deux des ASN d'Ashoka, donc les personnes qui aident Ashoka, qui soient attribuées à nous aider, vous pouvez vous référer du coup, qui ont envie un peu en plus de mettre la main dans le cambouis concrètement pour nous aider comme ils peuvent. Donc voilà, on va réfléchir comment structurer ça. Magnifique. Le podcast s'appelle Positive Changemakers. Parce que quand je l'ai créé, je trouvais ça important de garder cet esprit positif et optimiste, parce que bon, après dans Changemaker il y a toujours cet esprit optimiste, mais quand même la plupart des invités sont optimistes, d'autres m'ont déjà dit non, je suis réaliste, donc je te pose la question, est-ce que toi tu es quelqu'un d'optimiste dans la vie, ou plutôt quelqu'un de réaliste, ou oui, je pense pas que tu puisses être autre chose que ces deux-là. Et est-ce que c'est important pour toi d'avoir un esprit optimiste ou réaliste, ou peu importe, quand on veut faire bouger les choses? Mais profondément, je pense que je suis quand même assez réaliste, mais par contre, je suis assez idéaliste. Et je pense que les deux ensemble font que... C'est compatible, ça? Oui, je crois que c'est compatible. En tout cas, ça me donne la force de me mobiliser pour du changement. Je crois que c'est vraiment ça. L'optimisme, clairement, il est là un peu en filigrane. En filigrane. Mais bon, ça m'arrive aussi d'avoir des périodes, je vais pas mentir, où je suis moins optimiste. C'est humain. Mais par contre, je suis assez volontaire et engagée pour ce que je fais. Je l'ai toujours été dans ma vie en général. Donc, j'ai une certaine force de... travailler pour un changement auquel je crois. Donc, le côté idéaliste, quoi. Mais c'est plus l'idéalisme qui est quand même ancré dans un certain réalisme, parce que si je le fais, c'est que j'y crois et que je crois que c'est possible. Voilà. Oui, c'est pas mal ça. Oui, ok. Donc en fait, tu es idéaliste, mais tu crois dans cet idéalisme, donc tu dis c'est possible. C'est ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté réaliste dans le sens où simplement, comment dire,
tu vas réfléchir à 3 fois avant de faire quelque chose parce que tu t'emballes pas trop vite en disant ok, cet objectif-là par contre, comment tu fonctionnes Eh ben, c'est là où on est hyper complémentaires à Avec- Casa Legal ouais. et c'est ce qui fait vraiment notre force, c'est d'être toujours d'ailleurs toutes les 4 là 6 ans après parce qu'il y a beaucoup de structures qui se lancent et puis ça se délite et je pense que c'est, enfin j'en suis sûre que c'est une de nos forces, c'est d'être toujours là toutes les 4 et on est hyper complémentaires. Certaines on est plus réalistes que d'autres et voilà, certaines encore plus rêveuses et voilà, qui vont toujours avoir des nouvelles idées, etc. Et en fait, le fait d'être à 4, ben, parfois, moi, je peux jouer ce rôle de oui, peut-être que ça va un peu trop loin, réfléchissons, n'allons pas trop vite, etc. Donc, j'ai ce rôle parfois de freiner un petit de peu. freiner certaines choses, mais en même temps, voilà, c'est très complémentaire parce que oui, je ne sais pas comment le dire autrement. Oui, parce qu'ensemble, vous arrivez évidemment. Du coup, à construire quelque chose Ouais. qui fait vachement sens, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de gestion collaborative, vous êtes 4. Mhm. Toi, tu es un peu le premier visage quand même de l'organisation. Comment ça se passe comment vous Non, gérez un peu on n'a pas du tout. Non, je suis pas du tout genre la responsable. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. On a créé cette ASBL à 4. On a toujours été les 4 à porter ce projet de manière complètement égalitaire. Alors, le fait qu'on soit 4, ça nous a aussi aidé dans les périodes d'un peu d'essoufflement ou les congés de maternité, parce qu'on a toutes les 4 eu des enfants entre-temps. Donc, moi, j'en ai 2 maintenant, il y en a qui en ont 3, enfin voilà. Donc, ça nous permet aussi, quand il y en a une qui doit un peu se retirer temporairement, voilà, de trouver un relais au sein de l'équipe pour que ce projet continue à être porté, tant qu'il n'est pas pérenne et ancré, quoi. Complètement ancré. Donc, au début, on voulait être en gouvernance totalement horizontale. On a été formé d'ailleurs par Collectiva, qu'on voit encore aujourd'hui, qui est une super chouette ASBL qui forme en sociocratie. Voilà. Après, on s'est assez vite rendu compte quand l'équipe grandissait que c'était quand même compliqué de vouloir être pour tout en gouvernance collective et qu'on devait quand même un peu monitorer. Et on s'est donc appelé le CAP parce qu'on garde le CAP de l'ASBL. Et donc à 4, d'ailleurs, on fait partie du CA. Hein, donc le CAP fait partie du CA et voilà, on prend quand même les décisions stratégiques, etc. Mais par exemple, là, on était en train de travailler sur nos axes stratégiques des 3 prochaines années. On a inclus l'équipe dans le processus. On a des réunions de gouvernance d'équipe tous les mois où on va, même des sujets RH, par exemple, on va les discuter en équipe pour voir ce qui fait sens pour l'équipe. Donc, il y a une implication, une volonté d'implication de tout le monde, en fait, dans la structure, sans hiérarchie, quoi. C'est ça, mais vous 4, vous restez, entre guillemets... On reste quand même les commandants à bord, entre guillemets, pour structurer la chose, pour porter diriger. et pour faire le plaidoyer aussi du projet auprès des instances, Bien sûr. etc. Oui. Et justement, tu disais, c'est pas toujours non plus, on peut pas toujours effectivement rester positif, optimiste. Au cours de ces 6 dernières années, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, oh là là, je baisse les bras là, et peut-être même à vous 4, hein, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des moments où vous vous êtes dit, là franchement c'est Alors c'est heureusement compliqué, jamais à 4 en même temps, sinon on serait plus là. Voilà la force du groupe du coup. Voilà la force du groupe, clairement. Après, oui, c'est sûr qu'il y a eu un moment où moi je me suis un peu plus découragée, c'est vrai, c'est quand je suis revenue de mon premier congé de maternité, je me souviens, et on était plus qu'à 2 des 4, parce qu'il y en avait 2 qui étaient aussi en congé parental maternité à ce moment-là. Et ça a été une période assez difficile parce qu'au niveau des financements, on n'avait pas encore le fédéral, et on doutait fort sur la possibilité de continuer à porter notre projet dans le système actuel. Et donc là, il y a eu un petit moment de découragement, mais voilà, on a repris des forces, on s'est battu. On a eu un timing, comme je le disais aussi, législatif, Parlement. On a été invité au Parlement assez rapidement après. Donc, puis les autres sont revenus, et donc à 4, on a eu la force de relancer vraiment... relancer l'énergie et qui est restée jusqu'à présent. Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien pour continuer à avoir de l'impact? Quelles sont tes sources d'inspiration? Est-ce que c'est des personnes, c'est des discussions, des podcasts, ton travail, les gens? Enfin, je sais pas. Je vais garder la question assez ouverte. Oui. De quoi est-ce que tu prends l'énergie, on va dire? De plein de choses. Clairement, oui, dans le travail même du quotidien, les retours qu'on reçoit des personnes, ça a toujours été, même d'ailleurs quand j'étais avocate seule, pour moi une source d'inspiration et de force. L'équipe, le fait qu'on ait une grande équipe, qu'on se complète, pour moi c'est hyper précieux. On se sent beaucoup moins seul dans nos idéalismes et dans nos projets. Et puis
il y a plein de sources d'inspiration clairement au quotidien. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, mais d'ailleurs pas que liés. J'écoute beaucoup de podcasts féministes parce que le féminisme me fait aussi, en fait, un peu partie de notre idéal d'avoir créé quelque chose de. Oui, parce que est-ce que dans les gens que vous aidez, il y a 70% de femmes ou même plus ou pas spécialement Oui, je dirais, en tout cas, dans les dossiers victimes de violences, c'est quasi 100% des femmes. On a beaucoup plus de bénéficiaires femmes. J'ai plus les chiffres en tête, mais je pense que c'était, ça devait être autour de 70%. Okay. Oui. Un peu naturellement, ça s'est fait comme ça. Donc ton équipe, le retour de tes clients, des podcasts. Tous les programmes que j'ai faits, clairement, ça a été des sources d'inspiration. Et aujourd'hui, le fait d'être dans un réseau comme Ashoka, c'est aussi une source d'inspiration parce qu'on rencontre d'autres projets, on rencontre des personnes qui ont aussi envie de changer les choses. L'écosystème, en fait, est une source d'inspiration au quotidien. Et est-ce qu'il y a des petites choses que tu fais ou dont tu as besoin quand justement tu as besoin un peu de souffler, ça fait une semaine compliquée, des dossiers compliqués à gérer. Qu'est-ce qui te permet à ce moment-là de te ressourcer? La famille, aller courir, je sais pas, la méditation. Courir, clairement, pour le moment, j'ai pu trouver trop le temps les dernières semaines parce que, comme je t'ai dit, j'ai été malade en plus à un moment. Donc voilà, mais, oui, effectivement. On a dû reporter ce podcast. Le sport, je vais le mettre entre parenthèses parce que je vais pas mentir, j'ai pas trop le temps pour l'instant. Mais par contre, oui, pour moi, pour le moment, ma bouffée d'air, c'est ma famille. Clairement, mes enfants, les enfants, ça ramène à l'essentiel. De la fatigue et de l'énergie, tu disais. Voilà, la fatigue et l'énergie, c'est les deux. Avant le podcast, ils sont quand même encore assez jeunes, tes enfants. Oui, ils sont très jeunes, donc voilà. Mais ça permet aussi de prendre du recul quand c'est un peu plus compliqué. Je pense que oui, et les projets aussi à côté, les projets familiaux, privés, ça aide aussi, oui. Magnifique. Voilà. Alors, encore une question avant qu'on arrive tout doucement à la fin. Je pose toujours cette question, c'est une de mes questions préférées. C'est ta baguette magique. Je te donne une baguette magique. Tu peux changer une chose, on va dire. Et pour poser la question autrement, de quel monde est-ce que tu rêves pour tes enfants si tu avais une baguette magique? Qu'est-ce que tu changerais dans ce monde? Beaucoup de choses. Si je dois résumer, qu'est-ce que je pourrais dire? Mais tu peux choisir une chose. Je dois choisir une chose. Alors souvent, voilà, ça peut être un concept, évidemment. J'ai eu beaucoup de réponses différentes, mais ça peut être une valeur, ça peut être... Ce qui me fait vraiment peur dans la société actuellement, c'est clairement les montées des extrémismes et le délitement de la démocratie un peu partout. Donc là, si je dois choisir une chose, ce serait ça, même s'il y a plein de choses en termes environnementaux et de valeurs. Voilà, mais clairement, je leur souhaite de continuer d'évoluer dans un environnement sûr, avec des valeurs démocratiques. Voilà. C'est la peur de perdre nos démocraties, nos droits et autres. Oui. Ça, c'est effectivement, en plus en tant qu'avocate, ça fait sens. Que tu sois... Ce qui se passe dans le monde actuellement est quand même un petit peu effrayant, quoi. Voilà, pour nous dire que heureusement qu'il y a des projets positifs qui continuent à contrebalancer tout ça. Mais tu vois, tu es arrivé finalement à choisir juste une baguette magique. Écoute, déjà félicitations, on a déjà eu l'occasion de le dire avant, mais encore une fois félicitations pour ce magnifique projet. C'est toujours très, très, très inspirant pour moi aussi. Je vais me poser la question à moi-même, qu'est-ce qui m'inspire? Ben ça, tu vois, je peux le dire à mes auditeurs, préparer avant le podcast, l'enregistrement, mettre les micros, etc. C'est pas la partie la plus fun, c'est stressant, on espère que tout fonctionne. Mais ça, c'est clairement très inspirant, ça permet, je pense, à tout un chacun qui nous écoute et qui t'écouteront à prendre de l'énergie et à voir qu'il est possible de faire pas mal de choses à ton échelle. Évidemment, maintenant, justement, je fais le lien avec ma dernière question. C'est quand même ça, souvent, j'ai l'impression, le nerf de la guerre, c'est que comme toi, à un moment donné, tu te retrouves dans une situation professionnelle, tu vois quelque chose qui dérange, qui est pas idéal, que tu voudrais changer, mais de là, passer l'étape et avoir de l'impact, j'ai l'impression qu'on perd les 3/4 des citoyens à partir du moment où ils se disent, bon, il faut qu'on se retrousse les manches, mais on a souvent trop vite l'impression que, oui, mais qu'est-ce que moi je vais changer ? Est-ce que vraiment moi je vais changer le monde, etc. Donc ici vous et toi en particulier, ça fait 6 ans quand même où vous avez pu
vous avez pu prouver, entre guillemets, que vous pouvez avoir de l'impact. Je ne vais même pas dire à petite échelle, c'est quand même déjà une belle échelle, mais comparé peut-être au monde, ça reste une petite échelle, mais quand même, quel serait un petit peu ton conseil maintenant avec le recul, parce que tu le disais toi-même, et tu n'es certainement pas la seule à avoir eu cette période, où au début tu dis, est-ce que vraiment, tu vois, j'ai les épaules pour, est-ce que je vais prendre ce risque, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui se disent, voilà, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie moi aussi, mais par quoi commencer? Est-ce que vraiment... Moi, je dirais déjà d'écouter sa petite flamme, donc de se raccrocher vraiment à son intuition et ses tripes si on sent qu'on peut changer quelque chose, même si c'est une petite chose à son échelle. Et peut-être le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de bien s'entourer. De bien s'entourer des personnes qui vont dans la même direction, qui ont l'envie d'aller dans la même direction. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que c'est un peu, entre guillemets, un peu de chance aussi, vous êtes tombés tous les quatre. Oui, enfin, chance. C'est vrai que c'est un peu de chance, mais après, il y a quand même beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, que ce soit à l'Impact House, ils organisent plein d'événements où les gens peuvent aller pitcher leurs projets. Il y a Coop City, ils organisent aussi plein d'événements où les gens peuvent aller pitcher leurs projets, se rencontrer. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a de plus en plus des structures, effectivement, voilà, qui il y a permettent... plein de lieux et de structures qui permettent aujourd'hui de rencontrer d'autres personnes qui ont envie de changer les choses et peut-être dans le même domaine, qui sait. Et du coup, moi je dirais c'est s'entourer de bonnes personnes pour y aller, quoi. Parce que c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qui t'a donné limite le plus de force, c'est que tu t'es plus toute seule, quoi. Non, clairement. S'entourer. Voilà. Magnifique. S'entourer pour avancer. Ensemble, on est plus fort. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à l'équipe et à Casa Legal pour la suite, là, dans les mois, années à venir? De surmonter notre challenge actuel, qui avec le contexte politique et budgétaire qui est celui qui est, et de pouvoir continuer notre travail, prouver notre impact avec cette étude qui va commencer. J'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer les 3 prochaines années pour mener cette étude à bien. Et peut-être faire des petits, nous espérons des bien. Petits Casa Legal. Des petits Casa Legal ou autres. Des casitas légales, du coup. Des casitas, exactement. Magnifique. Un tout grand merci, merci pour à toi. cet échange. Et c'est déjà la fin de ce 25e épisode de Positive Changemakers. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet échange vous a touché, inspiré ou simplement fait réfléchir, pensez à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et pourquoi pas à nous laisser un petit mail sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours plaisir. Alors cet épisode fait partie d'une série spéciale produite en collaboration avec Ashoka Belgique que je remercie chaleureusement, ainsi que Demerod Bruxelles pour leur accueil toujours au top. Alors si c'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast et rejoignez-nous sur Instagram ou LinkedIn pour être sûr de ne rien rater. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.